Donc nous sommes très honorés aussi ce soir de recevoir Pierre-Franck Chevet. Je crois que son audition a été souhaitée par un grand nombre de membres du Conseil national du débat, car vous jouez en effet un rôle essentiel, par définition, par construction, en tant que président de l'autorité. Et vous en êtes président depuis le 9 novembre 2012, donc c'est assez récent, et vous étiez avant directeur général de l'énergie et du climat. Vous êtes polytechnicien, vous êtes ingénieur général des mines, vous avez débuté votre carrière en 1986, déjà à l'ASN, qui à l'époque s'appelait la DSIN, la Direction de la sûreté des installations nucléaires. De 1995 à 1999, vous avez été directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en Alsace. Vous rejoignez ensuite la région Nord-Pas-de-Calais, au même poste. Vous dirigez également l'école des mines de Douai. De 2005 à 2007, vous avez été chargé de l'énergie, de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au cabinet du Premier ministre. Et donc, comme je le disais, vous avez été directeur général de l'énergie et des matières premières, ce qu'on appelait à l'époque la DGEMP, qui est devenue la DGEC en 2008. Voilà, très résumé, votre carrière. Je sais que, parce qu'on s'est parlé tout à l'heure, que vous n'avez pas préparé votre audition en solo, mais que ce que vous allez nous dire est non seulement l'avis et la position de M. Chevet, mais correspond aussi à l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire elle-même. Je pense que cet avis doit être disponible sur papier. On va vous le remettre et il doit être déjà ou être en train d'être mis en ligne également par vos soins, peut-être par nos soins, si nos soins tardifs sont possibles. Voilà les différents éléments. Ce que je vous suggère, c'est de nous faire votre présentation comme vous la sentez, 20 minutes, une demi-heure, et ensuite des échanges avec la salle. Le temps que vous commenciez, la ministre sera là. Allez-y, je vous en prie. Merci, merci de votre accueil. Peut-être vous dire qu'en tant que président de l'autorité de sûreté nucléaire, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et de vous faire part de notre position, mais aussi d'échanger sur les sujets qui vous intéressent. C'est un débat important. C'est un débat important. Nous sommes l'autorité de sûreté nucléaire, collectivement. Il y a plusieurs de mes collaborateurs qui sont ici dans la salle. Nous sommes une autorité administrative indépendante pour être tout à fait clair du gouvernement. Et nous rapportons par contre, parce que nous ne sommes pas flottants, nous rapportons au Parlement. Dans ce cadre-là, il y a un mois, très exactement, le 16 avril, dans le cadre d'exercices habituels, nous avons rendu compte devant le Parlement de l'état de la sûreté nucléaire en France et de la radioprotection. Et à cette occasion déjà, j'avais eu l'occasion évidemment de faire le point sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France, mais également de passer un certain nombre de messages concernant ou touchant au débat sur l'énergie en cours ou en interaction plus généralement avec les politiques de l'énergie. Et messages qui me semblaient importants de porter à votre attention et à votre réflexion dans le cadre des débats, bonjour Madame la Ministre, que vous avez, parce qu'un certain nombre des sujets que vous maniez peuvent avoir, dans un sens ou dans l'autre, des conséquences, emporter des conséquences sur la sûreté nucléaire. Et il était important que nous essayions de dire les choses que nous pouvions dire sur ces sujets-là. Nous l'avions dit donc il y a un mois, je l'avais dit il y a un mois, et nous avons souhaité, en prévision de la présente réunion, essayer de le formaliser, parce qu'entre le dire et essayer de l'écrire, de manière à ce que ça puisse servir de support, c'est ce que nous avons fait, nous l'avons finalisé aujourd'hui, pour être tout à fait clair, en réunion du collège, ça c'est notre fonctionnement interne. Nous avons finalisé un avis, contribution, qui s'appelle Contribution au débat sur l'énergie, de l'ASN bien entendu, et dont nous vous remettons en primeur. Comme d'habitude, quand on aura un avis, nos avis sont publics. Il est simultanément, comme ça a été rappelé, mis en ligne sur notre site. Il est également, je l'espère, mais bon, je le dis aussi à l'attention des internautes, donc ils peuvent aller sur notre site pour avoir le document que je vais rapidement présenter. Donc c'est asn.fr. Il sera peut-être en parallèle sur le site du débat, de manière à ce que tout le monde puisse suivre, chaque Français, mais en tout cas chaque auditeur du présent débat puisse l'avoir.
Alors, je le commenterai, vous le verrez, il est très court. Je vois que la ministre ne l'a pas, vous y avez absolument droit. Il est articulé sur 2 points, et je rajouterai dans mon propos introductif, qui ne durera pas 30 minutes, un 3e point. Alors, les 2 points, vous les avez sous les yeux. Premier message, je ne m'exprimerai que sur les sujets directement en rapport, mais dans les questions, on pourra élargir éventuellement, bien évidemment, les questions à celles que vous souhaitez aborder. Le premier message, qui est plus un rappel, est de dire que nous avons un parc en France important, certes, mais qui a une caractéristique très particulière, c'est ce qu'il est standardisé. C'est-à-dire que les centrales nucléaires, grosso modo, se ressemblent très fort, très très fort. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ce qu'on appelle une anomalie générique, c'est-à-dire un défaut qui affecte simultanément plusieurs réacteurs, peut arriver. Ce n'est pas un événement possible, c'est un événement qui est déjà arrivé. Des anomalies qui touchent plusieurs réacteurs simultanément. Ça a été, je cite un exemple, le cas début des années 90, je l'ai vécu à l'époque à l'autorité de sûreté nucléaire. Il y avait un sujet de corrosion des couvercles de cuve qui a conduit à une action massive sur plusieurs réacteurs qui, in fine, d'ailleurs, je crois, s'est avéré concerner à peu près l'ensemble des réacteurs nucléaires en France. Donc une anomalie générique touchant plusieurs réacteurs est possible. Une anomalie grave est évidemment un peu moins possible, mais ne peut absolument pas être exclue. Elle est même, je la qualifierais de plausible. Dans un tel cas, nous, avec les pouvoirs qui sont les nôtres, serions amenés à arrêter, suspendre le fonctionnement donc, de plusieurs réacteurs assez rapidement, typiquement dans l'ordre de grandeur de quelques journées, et pour fixer les ordres de grandeur de manière un peu plus précise, je dis 5 à 10 réacteurs, ce n'est pas un engagement, vous comprenez bien que je ne peux pas anticiper sur l'ampleur de l'anomalie, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, 5 à 10 réacteurs suspendus en l'espace de quelques jours. Là, ce que nous disons, ça c'est l'input sûreté, ce que nous disons, c'est dans ces conditions-là, on prendrait cette décision, et cela aurait à l'évidence un impact sur l'équilibre électrique, dès lors qu'on est face entre 5 et 10 réacteurs, ça doit faire une petite dizaine de % de la capacité française. Vous voyez que l'équilibre est déplacé. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que le système électrique, et c'est là que j'arrête mon propos, tienne compte de cet événement plausible, celui d'un accident grave, générique, qui toucherait encore une fois entre 5 et 10 réacteurs. Donc il faut des marges capables de faire face à cette situation. Alors je précise tout de suite que quand je dis marge, et c'est pour ça que je dis que j'arrête mon propos, c'est que ce n'est pas à nous de dire si il faut moins de production, enfin plus de production, moins de consommation. Ça, c'est un sujet de politique énergétique, ce n'est pas notre sujet. C'est le sujet des professionnels. Mais nous disons un déséquilibre réseau à l'échelle hebdomadaire, typiquement, avec une amplitude d'une dizaine de % par rapport à l'équilibre habituel, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme un événement plausible. C'est notre premier message. Deuxième message, il est un peu d'une autre nature, qui concerne la durée de fonctionnement des tranches. Alors, pour faire très simple, vous l'avez dans l'avis, les centrales nucléaires actuelles ont été dimensionnées pour une durée de vie d'au moins 40 ans. Nous faisons tous les 10 ans des réexamens de sûreté pour vérifier où en sont les centrales nucléaires, de manière à voir et anticiper des difficultés sur le vieillissement. Jusqu'à présent, nous avons été amenés à porter une appréciation de principe positif pour aller jusqu'à 40 ans. Je dis de principe parce que néanmoins, je n'exclus nullement qu'on puisse avoir une mauvaise surprise pour un réacteur. Deuxième chose, il peut y avoir éventuellement des possibilités d'aller au-delà de 40 ans. EDF souhaite les explorer, ils ont déposé un pré-dossier sur ce sujet. On en est au début d'un processus d'instruction. Nous ne nous prononçons pas sur le fait que cela soit possible d'aller au-delà de 40 ans. Donc, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, par rapport à cette échéance de cette durée de 40 ans, que je prends comme référence, il y a des incertitudes. Éventuellement, bonne surprise si ça peut aller plus loin en termes de sûreté. Je ne parle pas de politique énergétique. Mais éventuellement, mauvaise surprise si une mauvaise surprise apparaît sur un ou plusieurs, d'ailleurs, réacteurs avant ce terme des 40 ans. Donc, la première chose que je dis, c'est qu'il y a une incertitude sur cette durée de vie. La deuxième chose, c'est que le terme des 40 ans
je reprends cette valeur-là, qui est encore une fois la valeur initiale de conception des centrales nucléaires. Cette valeur de 40 ans, elle arrive relativement rapidement. Elle arrive relativement rapidement. Fessenheim, ça doit être aux environs de 2020. Et ensuite, le deuxième effet, c'est une des caractéristiques aussi fortes de notre parc, c'est qu'il a été construit de manière extrêmement ramassée dans le temps, en 10 ans. Pour faire simple, l'essentiel du parc a été mis en service sur une période de temps de 10 ans. Si vous décalez en moyenne, il peut y avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des mauvaises. Mais en moyenne, si vous décalez, vous retrouvez avec potentiellement un mur, en gros, qui va commencer dans 10 ans. Ce que nous rajoutons, c'est que si on ne tient pas compte, et encore une fois pour des raisons de sûreté, je le répète, il y aura peut-être des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, mais il y aura peut-être aussi des mauvaises nouvelles. Et dans ce cas-là, nous prendrons nos responsabilités, on demandera l'arrêt définitif. Pour des raisons de sûreté, quelles que soient les autres raisons d'arrêter un réacteur. Encore une fois, je le redis. 10 ans arrêt de centrale, éventuel, en moyenne. Ce que nous disons, c'est que par ailleurs, les moyens à mettre pour compenser cette disparition, que ce soit des moyens de production, ils ont des temps de mise en œuvre entre une décision et une mise en exploitation de l'ordre de la dizaine d'années. Si je parle économie d'énergie, en votre présence, là aussi, le plein déploiement de mesures, de politiques d'efficacité énergétique, pour parler clair, là aussi, pour un plein déploiement, c'est des ordres de grandeur assez longs, plusieurs années, pour aller chercher les derniers gisements que l'on souhaite atteindre. Je dis 10 ans pour simplifier, tout est variable, mais on a un problème à 10 ans, mais on a juste 10 ans à peu près pour mettre en place des moyens de compensation. Ce que nous disons, je finis mon raisonnement, c'est qu'il est urgent de tenir compte du fait qu'il peut y avoir, malgré les incertitudes globalement, une difficulté majeure qui arrive en termes d'équilibre à nouveau du système électrique, et qu'on n'a pas beaucoup de marge, voire très peu de marge, pour décider des conséquences que l'on en tire sur le mix énergétique du pays. C'est notamment le rôle de votre institution que d'essayer de réfléchir à ces questions-là, mais nous insistons sur le fait qu'on entend évidemment des choses sur le thème 60 ans, mais oui, c'est possible ailleurs. Je précise un point, c'est vrai que dans d'autres pays, sur le fait qu'on peut allonger la durée de vie des centrales, il y a eu des décisions positives de prise, notamment aux États-Unis. Ils ont pris leurs décisions sur la base des principes qu'ils appliquent habituellement, c'est-à-dire de considérer, quand une centrale arrive à 40 ans, de considérer l'extension par référentiel, en utilisant le référentiel de sûreté d'origine. 40 ans d'âge. Nous ne pratiquons pas ainsi en France. Tout au long de la vie des centrales, nous attachons à améliorer la sûreté autant que possible, mais à cette échéance de 40 ans, qui est une échéance particulière, un rendez-vous particulier, nous nous attacherons, et nous l'avons déjà dit et écrit, à regarder cette possible extension au regard, j'utilise les termes, je fais de l'autocitation, au regard des critères de sûreté de génération 3. Génération 3, pardon, c'est les critères appliqués pour la dernière génération, l'EPR. Et il y a un saut, clairement, c'est d'ailleurs ce qui était visé quand on a conçu l'EPR, un saut en termes de sûreté. Donc c'est pour ça que je dis que cette échéance-là, acceptée dans d'autres pays, n'est loin d'être gagnée. Sur ce sujet-là, nous sommes au tout début d'une discussion en termes de méthode avec EDF. Ce que je dis habituellement, c'est que nous aurons une première indication technique en termes de sûreté en 2015. Voilà. C'est mon deuxième message. Le troisième message, qui n'est pas dans l'avis que nous avons mis, parce qu'il est un peu d'une autre nature, c'est de dire que, quelles que soient les... Alors là, je suis présomptueux, mais en gros, quelles que soient les conclusions du débat, on s'oriente vraisemblablement dans une situation où il y aura encore du nucléaire en France pendant plusieurs années. C'est à vous de dire des choses sur ces sujets compliqués, mais moi je dis que globalement, il y a du nucléaire, y compris s'il s'agit de gérer des démantèlements. Et ce que je dis à cette occasion-là, c'est deux choses. C'est que dans ces conditions-là, les enjeux de sûreté et de protection resteront des enjeux extrêmement forts, prégnants, et qu'il y a deux conditions pour qu'ils soient bien gérés. Il faut des exploitants, je résume, en état de marche, et il faut une autorité de sûreté en état de marche. Des exploitants en état de marche, c'est des exploitants qui ont des moyens financiers, des moyens humains et des capacités techniques.
Moyens financiers, je ne m'appesantirai pas, ça renvoie à beaucoup de sujets d'équilibre pour les entreprises et d'affectation des moyens au bon endroit, pour ce qui me concerne la sûreté. Pour ce qui concerne les compétences humaines, juste un chiffre pour vous dire que ce n'est pas simplement une exhortation générale. EDF, pour ne pas le citer, Luc Courcel est ici, il pourra compléter pour ce qui le concerne, mais EDF, en gros, dans les 3 prochaines années, a devant lui le renouvellement d'à peu près entre 20 et 30% de ses effectifs. Il en a déjà géré pas mal dans les dernières années, mais il y a encore une trentaine de pourcents, allez, je vais faire simple, sur les 3-4 prochaines années. Quand vous avez, je parle des effectifs bien entendu, en rapport avec le parc nucléaire, en gestion équipée. Et quand vous avez ce genre de situation, il y a un véritable enjeu en termes de sûreté, pour moi, que d'avoir la garantie que les personnes nouvelles, qui seront amenées à remplacer les personnes qui s'en vont, soient en compétences, en nombre, en compétences, en état de marche pour assurer la relève. Donc encore une fois, ce n'est pas simplement une évocation générale que je voulais faire, c'est un sujet tout à fait concret. Et quand je parle de compétences techniques, ça renvoie aussi à la question de formation de ces agents nouveaux qui vont intégrer des équipes. C'est un sujet majeur. Pour être clair, on parle souvent des problèmes de vieillissement. Il y a aussi, c'est pas un problème c'est un problème global de vieillissement des populations qui appellent à leur remplacement. Il faut aussi une autorité de sûreté en état de marche. Il faut que l'autorité de sûreté, la SN, ait globalement un statut au moins conforté dans la durée. Il y a plusieurs sujets que l'on peut imaginer. Autorité de sûreté, je le disais tout à l'heure, c'est une autorité indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante de l'ensemble des parties prenantes, par principe, et y compris de tous ceux qui portent un message politique énergétique. Je suis désolé, je vous regarde, mais il y en a beaucoup dans la salle qui portent des messages. Je suis désolé, ce n'est pas notre métier, et on doit faire entendre une voix sur les aspects sûreté. Dans les séries de sujets pour conforter l'autorité de sûreté, ce que je pense, avec l'expérience que nous avons collectivement, pas la mienne, elle est encore courte, mais que nous avons collectivement, encore que j'ai déjà vu le cas, c'est que nous avons probablement besoin d'avoir dans l'arsenal, par l'arsenal législatif, des capacités de sanctions intermédiaires. Et notamment ce qu'on appelle le système, on a la capacité régulière, on en met régulièrement des mises en demeure, on dresse des procès-verbaux. À l'autre extrémité du spectre, il nous arrive sans hésitation à arrêter les installations quand cela est justifié. Mais entre les deux, pour des situations qui perdurent, où il y a un écart mais qui n'est pas réparé suffisamment vite, il n'est pas rédhibitoire du jour au lendemain, évidemment. On n'a pas grand-chose comme outil intermédiaire adapté à ce type de situation. Et ce qu'on appelle les astreintes journalières, en gros une amende, toute journée passée sans que l'écart soit réparé conduit à la perception d'une amende, pas au profit de la SN, encore qu'il faudra qu'on en discute dans le détail, c'est pas ça l'enjeu. Mais s'il y a des idées, n'hésitez pas. C'est typiquement ce genre d'outil qui, à l'usage, nous manque. Alors, je pense qu'il ne manque pas aux exploitants, mais en tout cas, il nous manque parce qu'il correspond à des réalités. Et beaucoup, y compris dans des contextes de difficultés économiques, où je comprends les contraintes, qui amènent à repousser les investissements, mais juste, ils sont nécessaires, on les a demandés, et il y a un moment, jour après jour, la situation, fondamentalement, se dégrade. Et donc, ce genre d'outil, moi, me paraît extrêmement utile. On a d'autres idées, mais typiquement, cette idée globale, c'est une autorité de sûreté nucléaire confortée. Je n'ai certainement pas atteint mes 30 minutes, mais j'ai dit que je serais compact, je suis compact. Donc vous avez j'ai dit en des formes absolument médiocres, ce qu'on a écrit dans des formes ciselées dans l'avis que vous avez sous les yeux. Voilà, donc je suis ouvert absolument à toute question. Alors les réponses, je le ferai de mon mieux. Merci infiniment pour cette présentation. Alors, il se trouve que moi j'avais un avantage sur tout le monde, c'est que j'étais un peu au courant de ce que vous allez dire, parce qu'on avait parlé ensemble. Donc, vous m'aviez effectivement expliqué que votre avis était ciselé ou millimétré. C'est le mot que vous aviez indiqué sur ces deux sujets majeurs, plus le troisième oral. Je vais prendre des questions. Madame Kaito. Si un micro peut être donné à Madame Kaito. Merci beaucoup. C'est bon, on entend ? Oui, c'est bon. J'avais deux questions. Déjà, j'aurais voulu avoir la position de l'ASN sur le niveau de sûreté de la centrale de Fessenheim.
Et la deuxième question, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une contradiction entre les exigences accrues de sûreté que nous partageons complètement, demandées sur le parc nucléaire à l'heure actuelle, et les moyens de l'IRSN qui sont en diminution, c'est-à-dire qu'il y a apparemment une demande gouvernementale pour baisser les moyens de l'IRSN aujourd'hui. Alors, ça vient de M. Repussard. Alors, je dénonce. Pour préciser que Mme Kaito a dit nous, Mme Kaito, pour ceux qui ne la connaissent pas, est membre du Conseil national du débat représentant la CGT. Alors, je vais tenter de répondre, mais je pense que quelqu'un complétera. Sur le premier point, sur Fessenheim, alors nous avons présenté, je le disais, notre rapport annuel sur la sûreté et la radioprotection il y a un mois. Et dans chacun de ces rapports, depuis un certain nombre d'années, je ne mesure plus, on essaye de faire une sorte de classement, pour faire simple, ou de positionnement relatif des centrales nucléaires. C'est un exercice très compliqué, qui prend beaucoup de temps en interne. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que cet exercice ne porte sur un paramètre qui est d'ailleurs assez intéressant à utiliser pour le parc EDF, c'est simplement les différences de qualité d'exploitation, pour faire simple. C'est la qualité d'exploitation. Ça ne porte pas de jugement sur d'éventuelles différences en termes de conception ou de localisation. Donc, pour être clair, notre classement, on essaye de le faire, il est compliqué, mais il est partiel. Donc, si la question, c'est la sûreté de comparer de toutes les centrales nucléaires en France, ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'estime que je ne suis pas en état de faire ce classement, parce qu'il est, encore une fois, il est très multicritère. Alors, sur la sous-question de la qualité globalement d'exploitation, de mémoire, Fessenheim sort plutôt bien pour ce qui concerne dans ce qu'on considère positivement. En gros, il y a positif, moyen, en dessous. Donc, il sort dans le plus en ce qui concerne la qualité d'exploitation. Si j'avais un commentaire à faire, on est dans la situation avec Fessenheim où quand on fait une demande, je ne sais pas pourquoi, mais en général, elle est suivie. Mais j'en m'en réjouis. Voilà. Par contre, je crois que sur Fessenheim, ils sont un peu plutôt moins bien placés, c'est en radioprotection peut-être, me semble-t-il. Et sur l'environnement, je crois qu'ils sont dans la gamme normale. Parce qu'on prend 3 critères, exploitation, radioprotection et en sujets environnementaux en général. Donc en gros, c'est une situation qui est positive en exploitation. Je ne commente pas plus. Sur les autres, c'est normal. Voilà. Donc encore une fois, vous entendez bien que dans le jugement, ce n'est pas un jugement définitif. Je précise d'ailleurs dans la série jugement non définitif, c'est que ce classement, pour faire employer un mot simple, avec tous les bémols que je viens d'utiliser, peut bouger fortement année après année. Notamment parce que quand un site est mal classé, il fait ce qu'on attend de lui. Il se bat pour que ça soit mieux, c'est très bien. Il y en a qui peuvent se laisser dans la durée un peu aller. Et donc on a des inversions de classement. Parce que vous voyez bien que c'est des sujets qui sont liés pas mal à des questions de management, de pilotage sur le terrain. Et heureusement, ça peut bouger, ces choses-là. Donc voilà une réponse, mais qui est partielle. Sur les moyens j'ai élargi la question aux moyens de l'ASN, je me permets. Nous sommes dans une situation où on a eu un certain nombre de renforts suite à Fukushima, et où on est sur une tendance sur l'année et les toutes prochaines années à être globalement à plat, stable. Pour être tout à fait clair, je serai en bien meilleure posture, et j'inclus l'IRSN, en tant qu'appui technique de l'autorité de sûreté. Évidemment, si on en avait plus, on les utiliserait, et ça serait, à mon avis, on serait en bien meilleure situation. Je ne suis pas dans la posture d'aller revendiquer des hausses qui me paraîtraient un peu compliquées à demander dans le contexte actuel. Donc, je prends acte du contexte actuel, on va faire au mieux, il y aura peut-être des impasses, je ne garantis pas le maximum d'efficacité, je préfère avoir plus de moyens, mais nous serons dans cette posture-là. Pour ce qui concerne l'IRSN, mais je pense peut-être être complété par la ministre, il y avait effectivement une prévision de baisse de moyens, mais qui a été compensée grâce à l'apport d'une somme complémentaire, je crois l'année dernière, qui globalement met le budget de l'ensemble de l'IRSN à peu près à un niveau également cohérent avec le nôtre, à peu près plat. Alors il y a certainement des sujets un peu plus compliqués de gestion peut-être que le directeur général Repussard a, mais à ma connaissance, il est globalement dans la même situation que nous. Et donc j'ai un appui technique qui est dans son évolution cohérent avec notre évolution sur ces sujets de sûreté. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres questions Madame la ministre.
D'abord, je voulais remercier le président de l'ASN de sa contribution utile, je pense, au débat. Moi, j'avais une question sur le facteur humain en matière de sûreté. C'est un sujet dont on avait discuté lors de la réunion de l'Association nationale des CLI. Il y a des travaux qui ont été engagés par l'ASN sur ce sujet. Quel état des lieux vous pouvez faire? Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la question de la formation, mais la question que je voulais évoquer, c'est celle de la sous-traitance. Alors, c'est pas un sujet nouveau. Les questions de facteurs humains et les sujets organisationnels, c'est pas un sujet nouveau. Il a plus de 20 ans d'âge, je peux l'affirmer. Dans le cadre des actions post-Fukushima, on a été amené à monter le plan post-Fukushima français et à le présenter notamment au Haut Conseil pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Dans ce cadre-là, ils nous ont demandé de renforcer ou de développer justement ces aspects-là de manière à justement faire un point complet, un retour d'expérience, j'allais dire complet, de post-Fukushima. C'est ce que nous avons bien entendu fait parce que ça nous paraissait une bonne idée. Pour être concret, on a créé en fin d'année, ça prend un peu de temps, un groupe de travail pluraliste. Alors quand je dis pluraliste, ça dépend des sujets, mais là c'est pluraliste au sens habituel, y compris de votre assemblée. On y a rajouté, compte tenu du sujet, des universitaires spécialistes d'ergonomie, de sociologie, etc. Dedans. Et les travaux ont commencé, pour être clair, je parle sous contrôle de mes collaborateurs, en début d'année. Il y a plusieurs thèmes qui doivent être regardés. Il y a un thème qui est extrêmement important, et qui à mon avis saute un peu aux yeux après Fukushima, c'est que dans la gestion d'une crise, on est de fait, les Japonais ont été de fait amenés à utiliser tout un tas de personnes qui ne sont pas des gens de TEPCO, de l'exploitant. Des sous-traitants classiques qui ont besoin, je ne sais pas quoi, pour retirer une ligne électrique, ce n'est pas nécessairement les gens de TEPCO qui l'ont fait. Ça peut être des gens d'une autre entreprise. Donc il y a des sous-traitants, je dirais, sous leur forme classique. Il y a aussi, par exemple, la question des conducteurs de bus. Ce n'est pas des gens de la centrale. Simplement, on en a besoin pour pouvoir évacuer le personnel, ou pour évacuer des gens, ou aider des gens. Donc il y a toute une palette de gens qui ne sont pas dans les moyens propres de l'exploitant, qui sont amenés à jouer un rôle visiblement essentiel dans la gestion d'un accident. Et la question qui se pose, c'est toutes ces personnes qui, en temps de paix, pour prendre un mot simple, il n'y a pas de problème pour organiser un contrat et organiser leur venue. Alors, il y a les problèmes classiques avec la sous-traitance, mais il n'y a pas de sujet très novateur. Mais avoir la garantie qu'ils sont là, dans quelles conditions, pour intervenir en cas d'accident, en temps de guerre, là, on est dans un sujet beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est un des points, à mon avis, extrêmement forts du post-Fukushima, dans les aspects facteurs organisationnels, sociaux et humains. Cet aspect, qu'est-ce qu'on fait en cas de crise? Ça, c'est un point totalement central, plutôt nouveau, central. Et vous sentez bien, comme je l'énonce, qu'il n'est pas totalement évident à régler comme ça. Donc le travail a commencé, mais c'est un des sujets phares. Alors il y a les sujets de sous-traitance plus classiques, qui sont des points d'attention extrêmement classiques. Nous avons été amenés dans l'arrêté installation qui s'appelle INB, installation nucléaire de base, qui est l'arrêté cadre, qui donne le cadre général pour l'ensemble des installations en France. Il date de début 2012, à introduire une disposition forte en disant que les exploitants ne peuvent pas sous-traiter, alors ils peuvent sous-traiter des travaux, mais ils ne peuvent pas sous-traiter la surveillance qu'ils exercent. C'est-à-dire qu'ils doivent surveiller l'ensemble de la chaîne de prestation. Et c'est un point essentiel, parce que in fine, parce que la prestation est le résultat, la prestation finale est le résultat d'une chaîne d'intervention. Certaines peuvent assez logiquement être sous-traitées, quand elles sont hyper spécialisées. Il vaut peut-être mieux que ça soit confié à des entreprises spécialisées, donc on n'a pas d'opposition de principe à la sous-traitance. Mais par contre, la surveillance, parce que le jour d'un accident, celui qui est responsable, c'est l'exploitant, elle doit pouvoir s'exercer sur l'ensemble de la chaîne de part. Donc ça, c'est dans les textes, dans la réglementation française. Alors ça ne couvre pas, ce que je viens de dire, ne couvre pas l'ensemble des sujets. Le sujet de la sous-traitance, etc., est multiple, ça renvoie à des sujets multiples. Donc le groupe de travail qu'on a mis en place a aussi un sous-groupe qui est en train de regarder ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est un travail qui a commencé, il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà à l'œuvre.
Pour être tout à fait clair, vu les sujets que je viens d'énoncer, c'est clairement une œuvre de longue haleine. Typiquement, c'est l'affaire de 2-3 ans. On sera amené régulièrement à faire le point, notamment devant le haut comité qui nous a, entre guillemets, qui a suscité cette démarche ou conforté cette démarche. Voilà, donc travail en cours, travail compliqué et essentiel en cours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, évidemment, il y a une question d'un internaute. Alors, je le lis. Si EDF doit renouveler 30% de ses effectifs en 3 ans, n'est-ce pas le moment de fermer des réacteurs? Où est le problème à Fessenheim? Alors, je ne sais pas si c'est directement une question pour vous ou non. Alors, la deuxième partie de la question, où est le problème à Fessenheim, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la première partie. Il semble-t-il dans l'écriture qui m'est donnée, c'est lié, mais je ne sais pas si effectivement on peut la considérer comme forcément liée. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres Fessenheim, le 30% 3 ans que je donnais en ordre de grandeur. Il n'y a pas de raison que Fessenheim, mais peut-être, mais ça je ne peux pas répondre à la place de l'exploitant. Je ne connais pas ces chiffres spéciaux appliqués à Fessenheim. Mais ils sont sans doute, à mon avis, du même ordre de grandeur, et donc avec les mêmes difficultés, peut-être accrues, en l'occurrence, mais ça, je pense que c'est à l'exploitant de répondre. La première question était sur... C'était ça, c'était sur les 30%. C'était sur les 30%. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas arrêter? Voilà, du coup. Ah bah, je pense que le calcul de l'internaute, c'est 30% en 3 ans, ça fait 100%. Assez rapidement, donc du coup, on doit pouvoir jouer effectivement, ici et ailleurs. Je pense que c'est ça le raisonnement de l'internaute. Oui, effectivement, c'est une arithmétique intéressante. Mais je ne suis pas sûr que ça soit à moi de... Voilà, non, je vous la pose quand même, mais je laisse libre l'exploitant qui est représenté ici de vouloir répondre ou ne pas vouloir dire son sentiment sur le sujet. Monsieur, allez-y. Oui, Jean-Yves Grandidier, France Énergie Éolienne. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez besoin de retrouver un certain nombre de marges en cas d'accident générique. Quelle serait votre préconisation pour aller trouver ces marges? Économie d'énergie, renouvelable, gaz, un mix des deux, EPR, nouvelle EPR, comment vous verriez ces marges dans le futur qu'il faudrait retrouver? Alors, je ne vous répondrai pas. J'avais d'anciennes fonctions il n'y a pas longtemps, voilà, qui sont, comme je viens de le dire, totalement, par définition, et indépendantes de ce que je fais actuellement. Donc je ne vous répondrai pas. Ce que je dis simplement pour aider, parce que je conçois bien votre question, c'est que pour qualifier, entre guillemets, le manque, le déséquilibre, j'ai parlé de 2 types. Dans le papier, vous avez 2 cas de figure. En cas d'anomalie générique, on serait amené à prendre, c'est ce qu'on disait, grave, on serait amené à une décision d'arrêt, 5 à 10 réacteurs. C'est sur une échelle de temps de quelques jours, c'est pas, on appuie sur le bouton de 10 centrales en même temps, c'est pas un déséquilibre instantané du réseau. Ça peut, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je pense que ça se passera. C'est plutôt un certain nombre d'arrêts relativement organisés, mais en quelques jours, qui s'étaleraient. Donc c'est pas un problème d'équilibre instantané du réseau, mais c'est un problème à l'échelle de l'équilibre hebdomadaire, plutôt, pour parler clairement, du réseau. Une fois que j'ai dit ça, ensuite, c'est extrêmement compliqué. Je suis content, c'est plus mon métier. Mais c'est extrêmement compliqué, il y a plein de choses. Il peut être fait appel à de la capacité étrangère. Évidemment, les économies d'énergie facilitent l'existence, le dévoilement de marge. Ça, économie d'énergie, c'est des mesures permanentes. Mais dans un cas où il y a un gap rapide, ça peut être des réductions comme les Japonais, des réductions organisées de consommation. Ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je donne ça. Ce que je veux, c'est donner une indication de, une fois la décision prise, c'est quoi le problème qui se pose sur le système électrique. Donc, je le répète, en quelques jours, ce n'est pas un arrêt instantané, c'est un arrêt simultané. Donc, étalé sur quelques jours, il faut imaginer de perdre une dizaine de réacteurs en France. Ensuite, aux professionnels que vous êtes de se saisir de ce genre de sujet. L'autre problème, c'est un autre problème. C'est plutôt un problème à long terme d'équilibre global, où là, ça renvoie directement à vos travaux, c'est les grands équilibres d'un mix énergétique et électrique. Là, je m'adresse tellement à des spécialistes que je ne veux surtout pas me hasarder à dire quelque chose là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, allez-y. Oui,
Hervé Kempf, disons internaute. Ça, c'est rusé. Ça, c'est très rusé. Ça. Est-ce que vous pourriez spécifier le risque, le défaut grave? Est-ce que c'est une hypothèse de travail ou est-ce que vous avez des éléments d'expérience concrète au regard du travail de l'ASN pour penser que ces défauts graves pourraient se révéler de manière non pas hypothétique, mais avec un degré de probabilité? Je crois que ma question est claire. Oui, Est-ce que vous pouvez préciser le type de défaut auquel vous penseriez? Alors, moi, j'ai dit qu'on en a des défauts, alors pas graves au point d'en arrêter 10, des défauts génériques, ça on en a eu. Je l'ai vécu, je le redis, dans les années 90. Je reprends l'anomalie dite des couvercles de cuve. C'était une corrosion de fait d'un type de métal particulier qui a été découvert, je ne me souviens plus sur quelle tranche. Contrôle rapidement fait sur d'autres. Il s'est avéré que ce n'était pas une, mais il y en a plusieurs qui avaient le défaut. Il se trouve que le défaut n'était pas à un stade où il fallait immédiatement arrêter, il était à un stade encore précoce. Nous l'avons vu à un stade précoce. D'autres, dans d'autres pays, l'ont vu à un stade beaucoup plus avancé. C'est aussi une des spécificités face à cette standardisation qu'on met en œuvre en France. C'est-à-dire qu'on a des seuils d'alerte, de déclaration, y compris parfois de classement sur l'échelle de gravité qui sont un peu forts, stricts, notamment pour que cette mécanique de détection précoce soit précoce autant que possible. Alors, dans le cas, je reprends mon cas, la corrosion des couvercles de cuve, début 90, mon souvenir, je ne vais pas retrouver tous les papiers, c'est qu'on est passé, pendant une semaine, on s'est vraiment posé la question que je viens d'indiquer, faut-il, oui ou non, arrêter 5 directeurs et lesquels? Alors, il se trouve que dans la discussion technique et avec les contrôles faits, il y a eu des dispositions qui ont permis, notamment, corrosion, ça peut donner lieu d'abord à une fuite. Et une fuite, on peut éventuellement installer des renifleurs pour la détecter avant que ça devienne une fracture. Il se trouve mais je parle de mémoire, ça commence à faire 20 ans, il se trouve qu'un système de détection a pu être mis au point et installé, ce qui donnait du coup de la souplesse et n'imposait pas l'arrêt. Encore une fois, dans mon souvenir, la question a été clairement posée dans nos débats internes et la décision, on n'est pas passé très loin. Alors, moi, ce que je dis, c'est que des anomalies génériques, je ne dis même pas qu'elles sont possibles, elles sont avérées. Des anomalies graves, j'ai utilisé le mot plausible. Mais maintenant, si une probabilité que ça arrive dans l'année, ça pourrait, mais voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est pour vous dire, j'ai essayé de vous donner mon sentiment avec des mots simples. On n'est pas passé loin il y a 20 ans, donc voilà, il se peut qu'on ait une mauvaise surprise. Bon, typiquement, des problèmes de corrosion, des joints qui se détériorent quelque part et paf, tous les systèmes sur une dizaine de réacteurs, faut arrêter et changer, oui, ça peut arriver. Voilà, on n'est pas dans... On a l'habitude de dire que l'accident nucléaire, le grave, est possible. Là, on est dans une gamme du nettement plus probable. Merci. Madame Lioret. Bonsoir. Une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, il fallait être sûr au moment, quelque part au moment du démantèlement, d'avoir un opérateur financièrement solide et une autorité de sûreté nucléaire fonctionnelle. Avoir un opérateur financièrement solide au moment du démantèlement, c'est aussi des données économiques qui ne dépendent pas uniquement du marché français, qui dépendent, je pense, globalement des perspectives du marché mondial. Est-ce qu'une alternative ne serait pas de prévoir dès maintenant une alternative au cas où justement l'exploitant ou l'opérateur économique ne serait pas en mesure, au moment du démantèlement, de faire face à tout ou partie de ces charges? Alors, mon propos, j'ai parlé du démantèlement parce que ça fait partie des options, et notamment dans le cas de Fessenheim, la question évidemment est à l'ordre du jour. Il y a deux situations. Pour être clair, pour ce qui concerne le démantèlement, ce qui a été prévu par la loi et qui est mis en œuvre, c'est de mettre de l'argent justement de côté, en ayant chiffré combien coûtait le démantèlement, mettre de l'argent de côté, le gérer en bon père de famille, de manière à ce que le jour venu, en cas de besoin, il puisse être déstocké pour payer le démantèlement. Donc, il peut
peut-être y avoir des scénarios où effectivement ça ne marche pas, mais enfin globalement c'est ce qu'a prévu la loi. La Cour des comptes sur ces sujets-là a regardé plusieurs fois comment ça marchait, ce qu'on pouvait améliorer, mais il y a beaucoup de documentation là-dessus. Je n'ai plus les ordres de grandeur en tête sur le montant des milliards d'euros provisionnés par les uns et les autres, et c'est des chiffres assez importants. Alors ensuite on peut dire est-ce que ça couvre exactement? C'est un exercice que l'État fait au moins tous les ans, de vérifier régulièrement de manière actualisée que ce qu'on prévoit pour le démantèlement, le coût notamment, quels travaux, quel coût, est bien provisionné, mis de côté à un endroit sûr, déstockable, si vous me permettez l'expression, en cas de besoin. Donc mon sujet ne visait pas tant le démantèlement où il y a ces dispositifs, ils peuvent peut-être être améliorés, mais ils existent en France, mais visait surtout la situation normale. On n'est pas en démantèlement, mais simplement parce que les exploitants, pour une raison ou une autre, n'ont pas d'argent, ont des difficultés budgétaires, ce qui peut arriver pour certains organismes, par exemple, par les temps qui courent, ou des entreprises, progressivement n'investissent pas assez sur la sûreté. Donc c'est ça, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit parce qu'ils ne le flèchent pas à l'endroit où je veux. Donc là ça ne peut pas se traiter par un fonds de démantèlement, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Je dis simplement qu'il faut qu'il y ait un équilibre global financier des entreprises qui soit assuré, parce que les entreprises sont les premiers responsables de la sûreté, je le rappelle, hein, j'exerce le contrôle, mais ils sont les responsables de la sûreté, et si vous avez un exploitant impécunieux, vous avez de vrais sujets. Ça s'est vu ailleurs de par le monde. Bon, s'il flèche l'argent ailleurs par rapport à ce que je veux, et qu'il y en a, je ferai mon boulot, ça c'est clair. Mais s'il n'y a pas d'argent du tout, à ce moment-là, je ferai aussi mon boulot, mais à ce moment-là, ça peut assez vite arriver à l'arrêt des centrales que j'évoquais. Mais c'est toujours une situation, ça serait une situation évidemment inconfortable, voire risquée pour la sûreté, que d'avoir des exploitants durablement impécunieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Je me tourne vers le milieu, vers la droite, vers la gauche. Je me tourne vers les exploitants, je sais qu'il y en a. Mais non, visiblement, ils n'ont pas envie de tirer profit de cette audition pour interroger leur autorité de sûreté. Je continue quand même à me tourner. S'il n'y en a pas, est-ce que vous voulez dire quelques mots de conclusion ou de rappel, de messages un peu forts que ce que vous nous avez dit au début? En tout cas, votre présentation était très claire, très précise sur les enjeux de sûreté. Elle a peut-être été trop claire, hein, je suis désolé. Non, c'était... en tout cas, on a essayé de ciseler les messages principaux que nous avions. Il se peut que dans le débat, d'autres sujets apparaissent. Hein, donc, je le redis, nous sommes évidemment... Pardon. Peut-être le mérite... je le redis très en cohérence, malheureusement, avec la réalité, telle qu'on la vit concrètement. C'est surtout ça qu'on cherchait à dire. Mon seul message, c'est que c'était les messages principaux que nous avons identifiés en rapport avec le débat, votre débat. Si au cours de vos travaux, il y a besoin sur des sujets qu'on n'a pas évoqués, d'autres, voilà, donc on revient à volonté, il n'y a pas de sujet, par définition, on travaille en mode totalement transparent, donc on vous dira ce que l'on peut dire sur les sujets. Écoutez, merci infiniment. Je crois qu'effectivement, l'avis, ce que vous avez commenté autour est effectivement très clair. Merci beaucoup pour cette présentation, cette audition. Merci à tous. Et je retiens le message de continuer.